pas des semences? Ben, c'est que il y a certaines de ces semences-là que ça vient de ma famille. Comme ça, par exemple, ça vient de ma grand-mère, les gros blancs. Puis on peut pas les acheter dans les magasins de commerce. C'est pas, à ma connaissance, c'est pas cultivé commercialement au Nouveau-Brunswick. C'est la seule façon qu'on pouvait en avoir, c'était de les cultiver nous autres-mêmes. C'est pour ça qu'on a tout le temps gardé la semence de cette espèce-là, parce qu'on ne pouvait pas l'acheter ailleurs. C'est comme ça. Ça, c'est probablement la première espèce que j'ai conservée, là. Ouais. C'est une variété qu'on commence à l'entendre parler vers les années 1850 aux États-Unis. Et puis, ça, moi, la variété que j'ai là, vraiment, ça vient, c'est mon arrière-grand-père qui a amené ça de Bartybourg. Ça, c'est l'histoire que j'ai eue de ma grand-mère. Acadienne, ça nous a suivis. Ça, c'est un haricot d'Espagne. D'Espagne? Haricot d'Espagne, les Okay. Scarlet Runner. Scarlet Runner. Ça, c'est un haricot d'Espagne. C'est deux variétés, deux espèces différentes. Ça se croise pas. On peut les planter côte à côte. Mais ça, c'était cultivé à Saint-Pont au 19e siècle. Puis, la famille qui l'avait, les haricots d'Espagne sont un goût plus fort. Personnellement, je trouve ça moins intéressant gustativement. Mais c'est une variété qui produit beaucoup, elle est grimpante, elle produit beaucoup, elle est très résistante. Ça fait que cette famille-là, ils cultivent ça pour leur propre consommation, mais comme monnaie d'échange aussi, comme échange entre les voisins, parce que les voisins, ça s'entraidait beaucoup. Et puis, ils en cultivaient assez pour remplir un sac de 100 livres. À chaque année, c'était ça la quantité qu'ils avaient besoin, là. Puis la personne, la vieille dame qui l'avait, c'était sa mère qui lui avait donné ça. Puis elle me disait, elle a dit un sac de 100 livres. Elle a dit, on épluchait des faillots. Elle a dit, tout l'automne, ils mettaient ça à chasser au grenier, les gousses. Puis, à mesure que c'était sec, ils ont épluché, puis ils remplissaient le sac, là. Wow. Puis ça faisait leur consommation, échange avec les voisins, puis monnaie d'échange au magasin général aussi. Ils avaient acheté des choses avec ça. Puis on l'a gardé, là, tu sais. Puis finalement, j'ai documenté l'histoire. C'est disponible sur Internet, là. Ouais. Il y a Il y a un produit qui a existé sur notre territoire ici, là, en Acadie, au Canada, pendant 300 ans minimum et qui est complètement disparu de notre paysage gustatif. Okay? C'est le blé d'Inde lessivé. En anglais, ils appellent ça hominy corn. Okay. Ça fait partie de notre culture depuis 300 ans minimum. Okay? Et mon père a mangé du blé d'Inde lessivé. Il disait ça. Et la voisine qui m'a donné les oignons, eux ont cultivé la variété de blé d'Inde. C'est différent. Le blé d'Inde que vous avez là, c'est du blé d'Inde sucré. Ça, c'est récent. On parle de 1750 à peu près. C'est une mutation qui a apparu aux États-Unis. Et puis, c'est un blé d'Inde qui se mange frais. Donc ça, c'est l'évolution de notre alimentation aussi. Aujourd'hui, on mange beaucoup de produits frais parce qu'on peut les congeler, on peut les mettre en bouteille. Si vous retournez 200 ans passés, les conserves, ça date de 1802, 1802, je pense. La première boîte de conserve a été faite pour les armées de Napoléon. C'était révolutionnaire. Avant ça, il n'y avait rien qui était mis en conserve. On pensait que ça allait détruire. Congélation, on parle du 20e siècle. Avant ça, c'est des espèces comme ça qui se conservent, pas beaucoup de technologie, pas beaucoup de transformation, mais qu'on peut faire des provisions avec. Donc, le blé d'Inde corné, il y a tout un processus pour le transformer. On appelait ça, en acadien, on dit blé d'Inde lessivé, parce qu'ils utilisaient de la lessive, de la soude caustique pour faire du savon. Vous prenez votre blé d'Inde, vous le faites bouillir là-dedans avec de la soude, puis il y a une réaction chimique qui se passe. Parce que le grain du blé d'Inde, l'enveloppe, il
y a une petite écorce sur le grain de blé d'Inde, puis il y a une protéine là-dedans que l'humain ne peut pas digérer. Puis à la longue, ça peut même vous rendre malade. Mais en mettant ça dans le faisant bouillir dans une substance alcaline, ça neutralise la protéine, puis vous pouvez enlever la petite peau qui est sur le blé d'Inde. Puis ça, c'est un processus. C'était le blé d'Inde qui était consommé depuis les premiers temps de la colonisation, puis même avant, ça vient même des Indiens, parce que le processus a été inventé, j'ai vu 3000 ans passer par les Indiens du Guatemala, avec la cendre. Ensuite, en Acadie, c'était soit de la cendre ou de la lessive. Au Mexique, ils appellent ça du nixtamal, avec du cal, avec de la chaux vive. Okay? Mais c'est tout le même processus. Mais ce produit-là a complètement disparu de notre alimentation. On peut utiliser le blé d'Inde lessivé. Ça existe, commercialisé. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais il y a des épiceries au Québec. Mais le monde, si je vous ferais goûter ça, vous dire, c'est comme, c'est complètement différent de quoi ce qu'on mange comme blé d'Inde. Le goût n'a pas. Et à la fin, ça a perduré jusque dans les années 60. Après ça, ça a complètement disparu. Et on a presque perdu l'espèce qu'on cultivait aussi. J'ai réussi à mettre la main dessus, là, mais ça a été une de mes grandes... une de mes bonnes réalisations. Oui. C'est des techniques simples. C'est ça, là, ben, vous le faites sécher. C'est tout. Tu sais? Conserver des tomates comme ça... Tomates, il y a des petits trucs qui est simple à faire, mais il faut le connaître. Tu sais. Quand vous prenez des tomates, coupez vos graines, mettez ça dans d'un verre, d'un bocal, puis vous le laissez fermenter 3 ou 4 jours, puis là, vous rincez. Puis là, vos graines de tomates sont bien belles, ça enlève toute la petite pulpe qui est tout le tour, c'est facile. Mais il faut connaître la méthode, tu sais. Mais c'est pas des méthodes qui sont difficiles à acquérir, là, tu sais. La seule petite difficulté que peut-être je verrais, ce serait les espaces, respecter l'espace entre les différentes cultures. Tu sais. Ouais, j'ai un exemple. À un moment donné, j'ai été à une présentation de semences, puis il y a quelqu'un qui est arrivé, puis il a dit « J'ai 2 sortes de blé d'Inde. » J'ai du blé d'Inde Painted Mountain, je pense, couleuré. Celui-ci, il est facile à cultiver. Puis l'autre a dit, je l'avais à côté, c'est un blé d'Inde blanc. Elle n'avait aucune notion de respecter les distances d'espacement. Blé d'Inde, c'est une distance d'espacement de 1 km. Tu sais. Elle les avait plantés à côté. Là. Ça fait... Mais c'est pas qu'elle ne comprenait pas le concept, c'est que personne n'avait jamais expliqué le concept. Un de mes amis était là, puis on s'en regardait. Elle ne connaît pas les principes des distances d'espacement, tu sais, là. Mais il arrive des choses comme ça, là. Mais par exemple, haricots, il y a des personnes qui vont planter. Vous savez, on a le jardin communautaire ici, là. Une variété là, puis un petit peu plus loin. Puis il y a ça se croise presque pas. Parce que les variétés, les plantes de la famille du pois, les haricots, les pois, le pois peut se polliniser par lui-même avant même que la fleur s'est épanouie. Ça fait, il n'y a presque pas de croisement, là, tu sais. Mais des plantes qui sont pollinisées par le vent, là, il faut faire attention. Les courges, c'est encore 1 kilomètre. L'épinard, on parle de 3 km, je pense. Oui. 3 km pour les épinards parce que le pollen est très fin. Mais il n'y a personne qui cultive des épinards pour la semence non plus, là. C'est très betterave, pareil. Toutes les chénopodiacées, là, c'est des grandes distances d'espacement. Mais, à ma connaissance, je suis le seul qui a sauvé des graines de betterave. Mais tout le monde plante la betterave pour manger, mais pour faire la semence, je pense que je n'ai pas connaissance, personne d'autre dans mon réseau, moi, qui l'a fait. Ça fait que j'ai pas de problème de distance, d'espacement là-dessus. Là, tu sais. La betterave qui est en première année de culture, elle ne se croisera pas avec ma betterave de 2 ans qui est en fleurs. Ouais, je suis pas sûr. Ce qui est intéressant, là, des choses comme ça,
c'est de le transmettre aux plus jeunes. Parce que moi, je viens de la génération qui a grandi sur une ferme. Puis la génération de mes parents, bien, eux, encore plus. C'était comme la génération qui a abandonné la ferme. Puis moi, j'ai vu ça, j'ai vu mes parents faire, mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vu leurs parents, mais ils sont intéressés au jardinage. Ça intéresse énormément les jeunes. Puis ils n'ont pas accès souvent à connaître ça. Ça fait quand je commence à en faire la publicité aussi, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, wow, je ne savais pas que ça existait. » Au lieu de cultiver, d'acheter une graine de sarriette qui vient, je pense, c'est Allemagne, le centre de culture des semences de sarriette, ben, je dis « Je vais commencer à cultiver ça. » Tu sais, ça transmettre parce que l'intérêt est là, mais les semences comme telles disponibles sont plus difficiles à trouver. C'est ça, je trouve. C'est ce côté-là que je ne m'attendais pas, là. Tu sais, je connaissais différentes personnes qui jardinaient, puis on échangeait un petit peu, mais entre les différentes générations, ça je trouve que c'est là l'intérêt de le transmettre.